Vous êtes journaliste spécialisé dans le cinéma. Vous écrivez pour la revue qui s'appelle Revue et Corrigée, qui parle de cinéma classique. Vous faites aussi des articles pour Rokirama, qui décrypte le cinéma et la pop culture. Vous travaillez aussi pour le magazine et le podcast Sorociné, qui parle du cinéma à travers un point de vue féministe. Et il y a 2 ans, en 2020, vous avez créé un podcast dont on va vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Silence, elle tourne, et qui retrace le parcours de femmes cinéastes et réalisatrices qui ont été un peu oubliées par l'histoire du cinéma. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet qui est relativement niche? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous dire qu'il fallait visibiliser ces femmes méconnues? Et quel choix vous faites dans ces portraits-là? Oui, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, merci pour cette invitation. Ce qui m'a donné envie de faire le podcast, alors il n'y a pas d'événement déclencheur en particulier, mais c'était plusieurs années de journalisme cinéma. J'ai travaillé pour les émissions de cinéma d'OCS, donc je me suis mise à beaucoup lire sur le cinéma, à lire des biographies, à lire des livres généralistes d'histoire du cinéma. Et je me rendais compte que on citait toujours un petit peu les mêmes noms de réalisatrices, que c'était toujours les mêmes noms qui revenaient, alors que en fait à côté de ça, je regardais beaucoup de films, je découvrais beaucoup de films. Beaucoup de réalisatrices, et je me rendais compte que il n'y avait pas que Agnès Varda et Jane Campion, pour le dire très rapidement, qui avaient réalisé des films. Il y avait plein d'autres réalisatrices, malheureusement, qui n'avaient pas la même médiatisation, qui avaient été oubliées. En fait, on se rend compte quand on cherche un peu qu'il y a beaucoup de réalisatrices qui ont fait des films, en fait, pas seulement des femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont été empêchées, qui n'ont pas pu réaliser autant qu'elles l'auraient voulu, mais il y a beaucoup de réalisatrices qui ont des œuvres à leur actif, des œuvres formidables. Il y en a beaucoup qui ont réalisé des grands films, mais allez savoir pourquoi, dont personne ne parle, qui ont été totalement oubliés. Enfin, par exemple, Maïs Etterling, j'ai fait un podcast très récemment sur elle parce qu'il y avait un hommage au Festival Lumière. C'est une réalisatrice suédoise qui était d'abord actrice, qui a joué d'ailleurs chez Bergman. Et ses films étaient sélectionnés au Festival de Venise, au Festival de Cannes. Enfin, il y avait beaucoup de critiques qui écrivaient sur ces films, mais Maïs Etterling, je pense que je vous en parle aujourd'hui, ça vous dit rien, mais c'était une réalisatrice à l'époque dont on parlait. Enfin, Bergman a salué son travail de cinéaste. Donc en fait, c'était un peu une prise en compte. Enfin, j'ai réalisé que malheureusement les médias, et c'est pas la faute des médias qui parlaient que d'Agnès Varda, c'est parce que les livres de cinéma en fait ne parlent que d'Agnès Varda aussi. Je sais, aujourd'hui, depuis plusieurs années, on parle beaucoup d'Alice Guy. Donc maintenant, son nom est plus connu qu'il y a 15 ans. C'est une des pionnières du cinéma, enfin la première réalisatrice française qui a tourné, enfin c'est a priori le premier film de fiction de l'histoire du cinéma en 1896, c'est elle, avec La Fée aux choux. Elle a été l'assistante de Gaumont pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. C'est elle qui a conseillé à Gaumont d'arrêter de faire des petits films de fiction, en fait, parce que à l'époque, quand ils avaient le cinématographe, ils faisaient plutôt des films pour documenter la vie réelle. C'est beaucoup ce qu'ont fait les frères Lumière. Elle a l'idée d'inventer des toutes petites histoires de quelques minutes et de faire des films autour de ces histoires-là. Elle fait ça de manière très improvisée, avec des amis, dans la rue, pratiquement, au but de Chaumont. Et petit à petit, ça va s'industrialiser et devenir une vraie machine. Enfin, elle va avoir énormément de gens sous sa direction au sein de Gaumont. Les événements font qu'elle part aux États-Unis et qu'elle revient après, elle n'est plus personne, elle n'arrive pas à travailler. Quelques années après, Léon Gaumont sort ses mémoires, à la fin de sa vie, il ne mentionne pas le nom d'Alice Guy. Il ne voulait pas lui reconnaître la maternité en fait de son travail, et en fait les livres de cinéma se basent sur les mémoires de Léon Gaumont et du coup oublient Alice Guy. Donc c'est pas non plus la faute totalement des historiens du cinéma, mais il y a quand même, c'est Léon Gaumont qui a ouvertement fait exprès d'oublier Alice Guy. Donc je me rends compte que il y a tout quelque chose comme ça, des livres de cinéma, des livres d'histoire du cinéma, des médias qui ont
omis beaucoup de noms de réalisatrices et ça me gênait, ouais. Donc j'avais envie de combler en fait ce manque-là, tout ça pour dire ça. J'avais envie de combler ce manque-là, j'avais envie d'explorer ces parcours de femmes, ces œuvres en fait, du coup, enfin qui m'ont emmené des débuts du cinéma jusqu'à des films très récents et dans énormément de pays différents. Et en fait, c'est des œuvres, voilà, qui n'ont rien de honteux si elles ont été oubliées. C'est pas parce que c'était des films ratés. Enfin, c'est juste parce que on a considéré à l'époque que c'était des films mineurs. Ou aujourd'hui, voilà, elles ont été oubliées pour plein de raisons différentes, plein de facteurs différents. Mais je trouve ça, oui, désolant. Et j'avais envie de combler ce constat-là. Et justement, vous faites attention à ne pas seulement vous concentrer sur le cinéma français et américain, qui sont des références et que tout le monde connaît plus ou moins. Et vous parlez aussi de cinéastes ukrainiennes, japonaises, italiennes. Pourquoi vous faites ce choix précisément et en quoi leur cinéma est différent des autres ? Oui, alors parce qu'en fait, quand on est cinéphile, il y a deux cinémas, disons, on va naturellement vers deux cinémas, le cinéma français et le cinéma américain. Il y a aussi un peu quand même le cinéma asiatique aussi qui a comment dire un public de fans et d'abonnés. Mais disons que c'était le piège en fait. Moi-même, en tant que cinéphile, je suis très attirée par le cinéma français et le cinéma américain, et c'était un piège dans lequel je ne voulais pas tomber. De répéter en fait une sorte de discrimination. Par exemple, le cinéma, la Cinémathèque fait fait beaucoup de rétrospectives. J'aime beaucoup la Cinémathèque, je ne veux pas critiquer son action, mais ils font beaucoup de rétrospectives sur des cinéastes qu'on connaît un peu par cœur, des cinéastes sur Alfred Hitchcock, parce que en fait et en plus Alfred Hitchcock a une place très importante dans l'histoire du cinéma, mais disons qu'ils vont moins faire de la découverte, d'aller chercher un peu des réalisateurs et des réalisatrices de niche. Le cinéma panafricain ou le cinéma sud-américain est quand même moins présent dans ces rétrospectives de la Cinémathèque. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de répéter ça et j'ai envie d'aller chercher des filmographies dans ces continents-là, dans ces pays-là. Le cinéma panafricain, c'est vraiment un point invisible des cinéphilies. On a fait petite parenthèse, on a fait un numéro avec Revue et Corrigé sur le cinéma africain. C'est le numéro qui s'est le moins vendu depuis les débuts de la revue. Donc c'est vrai que c'est un cinéma dont on parle très peu et qui en plus, malheureusement, c'est un cercle vicieux, quoi. Vu qu'on en parle très peu, ça n'attire pas beaucoup de monde. Donc moi, j'avais pas envie de répéter ce schéma-là. Donc je suis allée chercher un peu des filmographies que je connais moins. J'essaie toujours de trouver un rapport avec l'actualité parce que je me dis, je fais un épisode sur une réalisatrice et j'ai envie que les personnes qui écoutent l'épisode puissent aller découvrir les films de cette réalisatrice facilement. Donc à chaque fois, j'essaie de prendre une réalisatrice qui a des films qui ressortent en salle ou en coffret DVD, où il y a une rétrospective à la Cinémathèque ou ailleurs. Enfin, pas à la Cinémathèque du coup, mais par exemple, j'ai fait un épisode sur la rétrospective Tigritude qui avait lieu au Forum des images sur le cinéma panafricain. Et c'est là que j'ai découvert le travail de Madeleine Anderson, une réalisatrice africaine-américaine qui a extrêmement documenté la lutte du Civil Rights Movement, et qui a réalisé plusieurs documentaires dans les années 60 où on voit vraiment les actions concrètes du mouvement pour les droits civiques, donc les manifestations, les discours de grandes figures politiques, Martin Luther King entre autres. On voit la répression policière, on voit des violences policières, on voit le racisme vraiment de la société américaine, des blancs qui viennent manifester contre les Africains américains qui sont en train de manifester. Enfin, vraiment, c'est hallucinant comme film. Et ça s'appelle Integration Report 1 pour ceux qui ont envie d'aller jeter un coup d'œil. Et ça a été réalisé en 1960. Et ça, par exemple, voilà, c'est un film qui est extrêmement important pour ce qu'il dit de cette époque aux États-Unis et malheureusement qui est inconnu et qui est introuvable en fait, qu'on peut très difficilement voir. Enfin, peut-être qu'il y a des extraits sur YouTube, je crois, mais voilà, je trouvais ça important de mettre en avant ces cinémas-là. J'ai parlé aussi, par exemple, de cinéma italien, vraiment pour
parler de deux exemples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Lina Wertmüller, pour ceux qui aiment la comédie à l'italienne, c'est vraiment une des grandes figures de la comédie à l'italienne dans les années 60. Moi, je trouve que ces films n'ont pas pris une ride. C'est des comédies, mais vraiment hilarantes. Elle a fait énormément de films. Elle a eu une grande carrière en Italie. Elle a été nommée aux Oscars. Ça a été la première réalisatrice nommée aux Oscars, qu'elle n'a pas gagné dans les années 70. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu La Palme d'Or sans filtre de Ruben Östlund. C'est totalement adapté d'un film de Lina Wertmüller qui s'appelle Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Sa spécialité, c'était de faire des titres très très longs. Et en fait, quand on voit Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été et qu'on voit sans filtre, on se dit d'accord, mais c'est sûr que Ruben Östlund a vu ce film. Enfin, il se base vraiment sur son film pour réaliser le sien. Enfin, vraiment, il y a plein de points communs. Donc je me dis en fait, c'est génial parce que ces réalisatrices, elles ont même une connexion avec aujourd'hui, avec l'actualité. Donc voilà, je ne sais même plus de quoi on parlait au départ. Je divague beaucoup. N'hésite pas à m'arrêter, Colombe. Mais oui, non, c'était important pour moi de sortir de France et des États-Unis et d'aller vraiment trouver des cinéastes, parce que oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que l'intersectionnalité, c'est aussi très important quand on parle de réalisatrice, parce que c'est très dur pour une femme c'était très dur pour une femme de réaliser. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins dur, heureusement, mais quand on est noir, c'est encore plus difficile. Et quand on vient pas d'un milieu culturel, cultivé, c'est encore plus difficile. Et l'exemple de Madeleine Anderson, pour le coup, est représentatif de ça. Elle a voulu faire une suite en fait à ce premier film. Donc, elle a voulu faire Integration Report 2 et 3, et elle n'a pas réussi faute de financement. Et c'est une réalisatrice qui a été empêchée pendant toute sa carrière. Et du coup, je trouve que c'est important, de dire que c'est aussi c'est encore plus dur pour les femmes qui ne sont pas blanches. Et justement, par rapport à ça, donc vous avez vraiment épluché le vécu de ces femmes et vous en ressortez pour certaines qu'à travers leur cinéma, elles ont réussi à faire évoluer la société de leur époque. Je pense notamment à Ida Lupino, qui a un peu bousculé l'Amérique conservatrice des années 50. Qu'est-ce qu'elles ont vraiment fait évoluer en matière de cinéma et d'un point de vue sociétal? Qu'est-ce qu'elles ont changé dans le cinéma d'aujourd'hui? Question très dure. Je ne sais pas si je vais réussir vraiment à répondre à votre question. Ida Lupino, c'est intéressant parce qu'elle traite de sujets qui ne sont pas du tout abordés par le cinéma américain à l'époque. Pour retracer un peu qui est Ida Lupino, c'est une actrice hollywoodienne vraiment de l'âge d'or d'Hollywood dans les années 40, qui joue avec Raoul Walsh, avec Jean Negulesco. C'est vraiment l'archétype un peu de la femme fatale. Elle décide de passer derrière la caméra parce qu'elle a envie, elle en a marre des personnages féminins stéréotypés et elle a envie de parler de personnages ordinaires. Donc elle va faire plusieurs films qui vont parler de la maladie de la polio, qui est extrêmement répandue dans les années 40, et des traitements des malades, de la convalescence, de comment on sort de cette maladie, des gens qui vont rester paralysés à vie pendant que d'autres vont s'en sortir au bout de plusieurs années. C'est une expérience qu'elle a vécue elle-même. Elle a eu la polio quand elle était jeune. Donc voilà, elle va tout d'un coup mettre un coup de projecteur sur ces malades-là, cette maladie-là dont personne ne parle et qui pourtant touche énormément de gens aux États-Unis à l'époque. Elle va parler, par exemple, du viol et des conséquences psychologiques du viol dans son film Outrage, qui est ressorti il n'y a pas longtemps en salle, qui est un film que Scorsese adore, donc peut-être que vous en avez entendu parler. C'est la première, je pense, une des premières en tout cas, à parler de viol et du tabou. C'est un tabou énorme dans la société américaine à l'époque, et de comment en fait on se reconstruit après une expérience aussi traumatique. Elle va parler aussi des filles mères. Elle va faire un film sur une jeune fille qui devient mère, qui ne peut pas avorter et du coup qui va se retrouver dans un institut pour accoucher et puis après donner son enfant à l'adoption. Donc ça c'est intéressant parce que j'ai vu un film la semaine dernière qui traite de cette même question. On n'appelle plus les filles mères, mais voilà, une mère, une adolescente enceinte qui ne sait pas quoi faire de cette grossesse et de ce bébé à venir. Et je me dis mais c'est fou parce que ça c'est un film qui sort en 2023 qui s'appelle Petite et qui est vraiment très très réussi. Et en fait Ida Lupino, elle en a parlé il y a 70 ans, mais c'était la seule à parler de ça. Donc
dans la manière d'aborder des sujets féminins, qui n'étaient pas du tout abordés à l'époque. Ida Lupino, pour le coup, c'est une pionnière. Et dans la manière aussi de réaliser, parce que c'est une pionnière du cinéma indépendant. Elle a monté sa société de production avec son mari Collier Young en 1949. Ils font des films à petit budget, ils tournent en extérieur, ils sont pas en studio, ils tournent avec des gens qui ne sont pas des stars, des jeunes acteurs, parce qu'ils ont vraiment envie de faire émerger des jeunes acteurs et actrices. Donc là, pour le coup, en plus, elle révolutionne quelque chose dans la manière de faire du cinéma qu'on va retrouver plus tard dans le nouvel Hollywood. Mais c'est fou parce que Ida Lupino, elle le fait déjà dans les années 50. Merci beaucoup, Esther. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous apporte le micro, monsieur. Attendez. Que vous pourriez citer des réalisatrices venant de pays très, très patriarcales. Je pense à l'Afrique noire, je pense éventuellement aux pays musulmans. Oui, alors il y a un exemple intéressant, c'est Safi Faye, une grande réalisatrice sénégalaise qui a réalisé des films magnifiques et qui, elle aussi, est totalement absente des livres d'histoire de cinéma. Elle a réalisé La Passante, Lettres paysannes. Elle a fait beaucoup de documentaires qui se passent au Sénégal. C'était une amie de Jean Rouch. Elle a joué dans des films de Jean Rouch, mais elle n'a pas réussi à faire énormément de films. Elle n'a pas voulu faire de concessions dans sa manière de faire du cinéma, donc les rapports avec les producteurs et les distributeurs ont été plus ou moins compliqués. Et malheureusement, elle a une filmographie qui n'est pas énorme. Je pense que c'est 7 ou 8 films. Mais c'est fou parce que c'est quand même une réalisatrice très très importante. C'est la première réalisatrice africaine. Et pourtant, ces films sont durs à voir en fait. Enfin, on a très peu de rétrospectives de ces films. Donc oui, je pense à elle, Safi Faye. Dans les réalisatrices actuelles, j'avais fait quelque chose sur Leila Kilani, donc une réalisatrice tunisienne qui avait fait un film super, vraiment génial, qui s'appelait Sur la planche en 2011, qui parle d'ouvrières dans une usine de décortiquage de crevettes. Et donc film vraiment passionnant, naturaliste, sur un parcours de deux ouvrières dans cette usine qui essaient de monter les échelons parce qu'elles sont toutes en bas dans l'usine et elles manient les crevettes tous les jours. Et donc Leila Kilani, en tout cas une réalisatrice extrêmement intéressante qui avait été sélectionnée à Cannes avec Sur la planche. Ça c'était deux réalisatrices que j'ai totalement découvert avec le podcast dont j'avais jamais entendu parler avant, quoi. Oui, bonjour, merci pour cet ouvrage et pour ce développement. En vous écoutant, je me dis que la recherche documentaire n'a pas dû être simple puisque ces femmes ont été invisibilisées. Alice Guy, vous l'avez dit, oubliée au passage de manière intéressée par Gaumont. Donc il vous a fallu, j'imagine, aller à la recherche de ces sources. Vous avez sans doute dû déployer aussi des méthodes et ça a sans doute été très chronophage. Comment est-ce que vous y êtes prise ? Oui, alors ça dépend vraiment pour chaque épisode. Alice Guy, aujourd'hui, c'est quand même facile, en fait, parce qu'il y a beaucoup de documentaires et de livres, en fait, qui ont été faits sur elle, finalement. Donc, Alice Guy, c'est beaucoup plus facile. Bon, je n'ai même pas fait d'épisode de mon podcast sur elle, mais c'est beaucoup plus facile de se renseigner sur Alice Guy que sur Safi Faye ou même Sarah Maldoror, j'en ai pas parlé, mais une réalisatrice française qui a beaucoup tourné de films en Afrique, en Angola, au Mozambique. C'était très très difficile de trouver des choses sur Sarah Maldoror. Pour le coup, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus étudié aux États-Unis. Donc, je suis beaucoup allée chercher en fait sur des sites américains, des médias américains. Je suis beaucoup allée voir des masterclass, mais voilà sur des sites vraiment américains parce que Sarah Maldoror, elle est extrêmement étudiée dans les universités américaines, beaucoup plus qu'en France. Ce que je fais quand j'ai pas beaucoup d'ouvrages sur lesquels je peux me référer, c'est qu'en fait je veux beaucoup me baser sur les films et en fait je vais parler beaucoup plus des films avec à chaque fois c'est avec un intervenant, donc généralement aussi je m'appuie sur l'intervenant qui en fait que je fais venir parce que c'est un spécialiste de la réalisatrice en question, donc je vais m'appuyer sur lui. Généralement, c'est quand même quelqu'un qui a bien fait son travail et qui connaît mieux que moi la réalisatrice en question. Mais c'est vrai que Sarah Maldoror, on a beaucoup
beaucoup plus fait une analyse en fait de ces films, de la manière de filmer, de la musique, du point de vue, de la mise en scène, voilà, parce que on a peu de choses, on n'a aucun livre sur elle et elle est vraiment absente de tous les livres de cinéma. Donc voilà, quand c'est le cas, j'essaie de m'appuyer sur les films. Et ce qui est dur, c'est quand les films sont invisibles. Alors là, c'est encore plus compliqué. Mais moi, j'ai la chance d'être à Paris. Il y a les bibliothèques du cinéma François Truffaut. Donc pour le coup, ça, c'est quand même une mine d'or, quoi, en termes de recherche. Je vous apporte le micro. Merci. Si on arrivait à trouver un cinéma génial qui a envie de programmer plusieurs de ces films dont vous parlez dans vos podcasts, est-ce que ces films ont des distributeurs? Comment ça pourrait se passer? Ou c'est vraiment presque inaccessible? Alors en fait, ça dépend vraiment des réalisatrices. Par exemple, Ida Lupino, c'était une ressortie de film par les Films du Camélia, qui est une société de distribution de, je ne sais plus son prénom, Ronald Chama, le mari d'Isabelle Huppert. Donc, par exemple, là, pour tous les gens tous les cinémas qui veulent programmer des films d'Ida Lupino, ils vont se référer au film du Camélia. Donc ça, pour le coup, c'est assez facile. C'est grâce au film du Camélia que, d'ailleurs, c'est à l'occasion de la ressortie en salle que j'ai parlé de Ida Lupino. C'est pareil pour Kinuyo Tanaka, c'est une réalisatrice japonaise. J'ai fait un épisode sur elle parce que Carlotta Film ressortait ses films en salle, d'ailleurs qui ont eu un succès vraiment, totalement inattendu et pour le coup totalement mérité. Donc là, voilà, ça, c'est les exploitants peuvent se mettre en rapport avec Carlotta pour récupérer les copies des films. Mais c'est vrai que Sarah Maldoror, pour le coup, je l'avais fait. Il n'y avait aucun lien avec l'actualité. C'était à l'occasion de la revue du numéro de Revue et Corrigée sur le cinéma africain que j'ai voulu faire un épisode sur elle. Et pour le coup, Sarah Maldoror, voilà, il y a des bribes de films sur YouTube comme Madeleine Anderson, mais ces films ne sont pas du tout distribués. Il y a vraiment, pour le coup, des réalisatrices pour qui il y a un vide. Je veux dire, les films ne sont pas exploités, ne sont pas restaurés, ne sont pas édités en DVD. Enfin, vraiment, c'est impossible, mis à part des versions un peu piratées sur YouTube en mauvaise qualité. Donc voilà, ça dépend vraiment d'une réalisatrice à l'autre, quoi. Lina Wertmüller, la réalisatrice italienne dont je parlais tout à l'heure, elle a quelques films qui commencent à ressortir avec Carlotta, justement. Donc voilà, ça dépend des cas. Il y en a qui sont mieux, mieux lotis que d'autres, quoi. On va déjà devoir s'arrêter, mais merci beaucoup, beaucoup pour votre intervention. Merci à vous.